Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des luxations de genoux. La présentation a été réalisée par le Dr Bessodou, sous la direction du Dr Buzon et du Dr Marot. Tout d'abord, nous allons faire un point épidémiologique. La luxation de genou représente 0,02% de tous les traumatismes orthopédiques. C'est une pathologie touchant préférentiellement l'homme jeune, on dénombre 4 hommes pour une femme. Et cela, majoritairement dans la troisième décennie. Il existe deux principaux contextes associés à la luxation de genou, à savoir les traumatismes à haute et à basse énergie. Les traumatismes à haute énergie, typiquement les accidents de la voie publique, et les traumatismes dits à basse énergie des personnes âgées ou encore des sportifs. Au total, on rapporte 50% de luxations dues à des accidents de la voie publique, 33% liés à des accidents de sport et 12% à des chutes simples. Il existe également 5 types de luxation de genoux définis par le mouvement du tibia sous le fémur: antérieur, postérieur, médial, latéral et rotationnel. Nous allons désormais aborder les lésions associées à la luxation de genou. Premièrement, vasculaire, car c'est la lésion faisant le pronostic de la luxation. Elle représente 15% de toutes les luxations, mais est présente dans 45% des luxations antérieures et postérieures. Il s'agit d'une urgence absolue, car 10% des patients avec lésion vasculaire seront amputés in fine. Le risque d'amputation est proportionnel à la durée d'ischémie. Viennent ensuite les lésions nerveuses, qui représentent 5 à 40% des luxations selon les séries. La récupération est imprévisible, en effet 50% ne présenteront aucune récupération. Il s'agit principalement de lésions du nerf fibulaire commun. La paralysie du nerf fibulaire entraîne la chute du pied. Le contingent profond du nerf fibulaire sera évalué sur le plan sensitif par une anesthésie du premier espace interphalyngien. Le contingent superficiel, quant à lui, donnera toute la sensibilité du dos du pied. Les atteintes du nerf tibial sont également possibles, mais nettement plus rares. Parmi les lésions associées, nous retrouverons aussi les lésions osseuses. En effet, dans 34% des cas, il existe une fracture, surtout s'il s'agit d'un traumatisme à haute cinétique. Enfin, l'atteinte des tissus mous, avec notamment les hématomes, qui peuvent disséquer les plans sous-cutanés et musculaires. 30% des luxations de genoux sont également associées à une lésion du ménisque médial, 27% à une lésion du ménisque latéral et 27% à des lésions cartilagineuses. Sur le plan anatomique, différentes lésions nous intéresseront pour la classification des luxations de genoux, avec premièrement le pivot central, composé du ligament croisé antérieur et du ligament croisé postérieur, le ligament collatéral latéral et le ménisque externe, le ligament collatéral médial et le ménisque médial. Enfin, la vascularisation du membre inférieur est assurée par l'artère poplitée, qui chemine dans la fosse poplitée avec le nerf fibulaire commun. Nous allons désormais aborder les imageries permettant le diagnostic et le pronostic des différentes lésions. Tout d'abord, la radiographie conventionnelle. Elle se fait après réduction, si elle est faisable, et un examen vasculo-nerveux minutieux. Elle permet d'apprécier l'alignement du genou ainsi que la présence de fractures ou fractures-avulsions associées. Ensuite, vient le temps de l'imagerie vasculaire, angio-scanner, d'indication systématique après réduction. Enfin, l'IRM, imagerie qui arrive dans un second temps, permettant de faire le bilan des lésions ligamentaires et tendineuses. Il existe deux principales classifications pour la luxation de genou. La première, la classification de Kennedy, et la classification historique, élaborée en 1963. Elle contient 5 stades, fonction du sens de déplacement du tibia en regard du fémur. Il décrit la luxation antérieure, représentant 40% des cas de luxation. Elle est la plus commune. La lésion poplitée associée est le plus souvent une déchirure intimale. C'est la luxation avec le taux le plus élevé d'atteinte du nerf fibulaire commun. Elle signe généralement un traumatisme en hyperextension. Vient ensuite la luxation postérieure, deuxième la plus fréquente, représentant 35% des luxations. Le mécanisme le plus fréquent est une charge axiale sur genou fléchi, typiquement le syndrome du tableau de bord au cours d'un AVP. Elle est le plus à risque de lésions vasculaires avec des déchirures complètes de l'artère poplitée. La luxation latérale représente 15% des cas. Elle se fait sur un mécanisme de valgus forcé. La luxation médiale représente 3% des cas.
elle se fait sur un mécanisme en varus forcé. Enfin, la luxation rotationnelle. Elle représente 4% des cas. Elle est généralement non réductible. La luxation postérolatérale est la forme rotationnelle la plus courante. Vient ensuite la classification de Schenck, élaborée en 1994, basée sur le nombre de ligaments rompus. Le stade 1 correspond à une luxation du genou avec lésion du ligament croisé antérieur ou du ligament croisé postérieur. Le stade 2 correspond à une luxation du genou avec lésion du ligament croisé antérieur et du ligament croisé postérieur. Le stade 3 correspond à une luxation du genou avec lésion du ligament croisé antérieur associée à une lésion du ligament croisé postérieur et du ligament collatéral médial correspondant au stade 3M ou du ligament collatéral latéral correspondant au stade 3L. Le stade 4 correspond à une lésion du ligament croisé antérieur plus du ligament croisé postérieur ainsi que du ligament collatéral médial et latéral. Ce sont les luxations avec le plus grand risque de lésion vasculaire. Le stade 5, lui, correspond à un stade 4 associé à une fracture. Nous allons désormais aborder le traitement des luxations de genoux. Il existe deux grands principes pour le traitement, la réduction et l'évaluation neurovasculaire. Les deux principales conditions modifiant la prise en charge thérapeutique seront l'instabilité majeure du genou ainsi que l'ischémie aiguë. Pour la prise en charge thérapeutique, nous allons dichotomiser le traitement avec, premièrement, la luxation du genou sans lésion vasculaire ni instabilité majeure. Chez la personne jeune et sportive, on réalisera une immobilisation dans une attelle 3 à 4 semaines, puis reconstruction ligamentaire en open ou sous arthroscopie dans un second temps. La séquence chirurgicale variera selon le bilan lésionnel et les techniques de reconstruction. Classiquement, on reconstruit le LCP, puis le LCA, et enfin les ligaments collatéraux et le papé. Chez la personne âgée, en bon état général avec une demande fonctionnelle, chez qui la ligamentoplastie n'est pas indiquée, nous pouvons être amenés à poser des prothèses charnières. En revanche, chez la personne âgée sans aucune demande fonctionnelle, une immobilisation par attelle peut être envisagée comme traitement définitif. Viennent ensuite les patients avec une instabilité majeure et ou une lésion vasculaire. Une immobilisation sera réalisée par fixateur externe périarticulaire, plus ou moins un geste de revascularisation si nécessaire. Enfin, chez ces patients, une fois l'instabilité et les lésions vasculaires traitées, ils pourront bénéficier des mêmes traitements que les patients vus dans le cas précédent. Nous allons désormais voir les principales complications à long terme de la luxation de genou. Tout d'abord, la raideur. Environ 38% des patients présenteront une raideur chronique. La perte moyenne d'extension est de moins 1 degré et la perte moyenne de flexion est de moins 10 degrés, selon l'équipe de James Irgang, qui a publié en 2004 dans le JBJS les résultats d'une série de luxations de genoux opérées en aigu et chronique. Ensuite, l'instabilité. 37% des patients opérés conserveront une instabilité de genou. Enfin, l'arthrose. 50% des patients opérés présenteront de l'arthrose à 10 ans. Pour conclure, s'il faut retenir 3 points clés à ce topo, c'est qu'il existe une principale complication d'ordre vasculaire qui fait tout le pronostic de la luxation de genou. Il existe 2 prises en charge différentes selon si le genou présente ou non une instabilité critique. Et enfin, 3 traitements, immobilisation, reconstruction ligamentaire et arthroplastie. Merci de votre attention.